On a le sentiment quand même que les marchés boursiers, et c'est normal, se cherchent une direction. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. On a un CAC 40 quand même qui se rapproche, qui n'est pas très loin de ses plus hauts historiques, mais on sent quand même aussi de la prudence avec tout ce qui se passe sur l'IA. On cherche les valeurs qui vont avoir mal, évidemment, parce que disruptées par l'IA. Voilà, puis il y a Kevin Warsh, futur président de la Fed. On ne sait pas bien ce qu'il va faire en termes de politique monétaire. On a appris ce matin, Financial Times nous dit que Christine Lagarde, la patronne de la BCE, n'ira pas jusqu'au terme de son mandat. Ça n'a pas été confirmé par le service de presse. Ça n'a pas été affirmé non plus. Ça, c'est vrai. Ah. Et ça fait suite d'ailleurs aussi au départ avancé du gouverneur de la Banque de France. On attendait le démenti, on ne l'a pas eu. Ouais. Donc voilà, donc on sent que les investisseurs se cherchent un petit peu là. En fait, quand on regarde les indices, comme vous le disiez avec fort justesse, finalement ça se passe plutôt pas mal. Oh oui. C'est un petit peu agité, mais sans plus. Quand on regarde les niveaux de volatilité, il y a des indices de volatilité, on est sur des niveaux qui sont relativement élevés, mais sans excès. En revanche, quand on regarde à l'intérieur des marchés, quand on regarde à l'intérieur des indices, là, on a des mouvements qui sont extrêmement forts. Rotation. On a de la rotation, non seulement... C'est quoi la rotation pour le commun des mortels ? La rotation, c'est, en fait, on avait des chouchous de marché et on en a d'autres. Ouais. Voilà. La tech, parfois le luxe, parfois... Si on reprend avant la grande crise financière, en 2005, 2006, 2007, les chouchous des marchés, c'était les banques. Les valeurs de croissance, c'était les banques. Ça s'est totalement renversé. Là, peut-être que de nouveau, depuis un an, les chouchous de marché, les nouvelles valeurs de croissance, ce sont les banques. Et toute la question aujourd'hui qui se pose aux investisseurs, c'est la définition de ce qu'on... En tout cas, c'est la concrétisation de ce qu'on met à l'intérieur de notions qu'on utilise tous en tant qu'investisseurs sur le marché. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur de qualité ? Qu'est-ce que c'est qu'une valeur de croissance ? Qu'est-ce que c'est qu'une valeur de rendement à prix raisonnable ? Qu'est-ce qui va faire en fait qu'on va mettre à l'intérieur d'une définition des valeurs et comment est-ce que ces valeurs changent de catégorie ? Et on est dans un moment où ces valeurs changent beaucoup de catégorie. Le luxe aujourd'hui, est-ce que ce sont toujours des valeurs de croissance ? Quand vous regardez la progression des bénéfices et des chiffres d'affaires, plus vraiment. Ça reste des valeurs de grande qualité, c'est pas pour ça qu'il faut virer toutes les valeurs de luxe de son portefeuille, mais celui qui cherche uniquement de la croissance des profits, c'est pas nécessairement là qu'il devrait aller. Elle est où d'ailleurs ? Elle est où là ? Aujourd'hui, la croissance des profits, elle est encore dans la tech, mais elle est aussi, par exemple, dans l'industrie. Vous avez des valeurs industrielles, Safran aujourd'hui, vous avez des valeurs dans l'aéronautique, qui sont aujourd'hui des valeurs de croissance parce que les progressions sont très importantes. Et c'est d'autant plus important, et vous le soulignez David, car vous êtes un très bon connaisseur des marchés, un peu, que on a changé également d'environnement monétaire et qu'à chaque fois qu'on change de patron de banque centrale, on va changer le patron de la banque centrale aux États-Unis, on va peut-être changer le patron de la banque centrale européenne. En fait, on se pose des questions sur l'environnement monétaire qui va permettre d'évaluer ces profils-là. C'est-à-dire que le niveau des taux courts, le niveau des taux longs, permet d'évaluer le risque que je suis capable de prendre, que je suis désireux de prendre, en attendant des profits futurs. Et donc, c'est très très important de savoir quand est-ce que l'environnement monétaire change. Il a profondément changé il y a un peu plus de 3 ans, au moment de la guerre en Ukraine, où on est passé d'un seul coup, avec une inflation assez forte, on est passé d'un seul coup de taux négatifs ou de taux quasiment à zéro à des taux très importants. Les marchés ont eu du mal à se rendre compte de tout ça. On est fragiles, nous, les investisseurs. C'est fini ça maintenant. En fait, ce qui est fini, c'est la montée des taux. Oui. En revanche, on est aujourd'hui... La BCE est revenue en arrière, a fait la moitié du chemin. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comme l'inflation a baissé et les taux sont restés relativement élevés, on est dans un environnement de taux réels, donc hors inflation, positif. Largement positif. Et ça change tout dans l'environnement de marché. Et on a du mal, tous les investisseurs, y compris les professionnels, ont du mal à se rendre compte de l'impact de tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'attendre, mais peut-être un petit peu moins longtemps, des promesses. D'où tous les défis autour de la technologie. C'est-à-dire que quand vous dites la technologie c'est formidable et on va avoir énormément de rendement avec les investissements massifs qui sont en train d'être faits, ça on ne sait pas. On ne sait pas. Et historiquement, les géants de la tech, c'était la pierre philosophale, le rendement croissant du capital. Vous construisiez une plateforme et vous mettiez de plus en plus de choses dessus. Vous aviez très peu d'investissement, beaucoup de cash flow. Aujourd'hui, vous avez toujours beaucoup de cash flow, mais vous avez désormais beaucoup d'investissement. Vous êtes passé d'un modèle asset light à un modèle
lourd en investissement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'épargnant ? Ça veut dire qu'effectivement, il faut calculer beaucoup mieux tous ces nouveaux paramètres de marché. Et ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a effectivement des gagnants, des perdants, de la rotation, et que le repère change. Le verre est dans le fruit, parce qu'on sent bien qu'il y a un doute des marchés sur ces montants vertigineux d'investissement par la tech américaine qui se poursuit. Mais en fait, au-delà du doute, c'est que le modèle change. C'est-à-dire que, historiquement, vous aviez effectivement des modèles où vous aviez fait des investissements, et typiquement dans le logiciel, et derrière, vous aviez très peu de mise à jour, en tout cas d'investissements lourds. On parlait d'investissements dans la propriété intellectuelle, dans les brevets. On ne parlait pas d'investissement comme on en voit aujourd'hui dans les géants de la tech, directement dans les data centers, dans des choses très brick and mortar. Voilà, vous construisez quelque chose. Donc c'est un nouveau modèle économique. Donc c'est un nouveau modèle économique. Et le nouveau modèle économique, il concerne l'intégralité du tissu économique. On voit qu'on doit se reposer beaucoup plus sur beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de matières premières. Ça prend beaucoup plus d'importance. Et donc tout ça, ça fait que l'environnement de taux qu'on avait avant, qui était important, mais pas tellement, quand vous avez assez peu d'investissements lourds, finalement, vous disiez c'est pas très grave. Là, maintenant, vous vous battez pour l'épargne, et donc c'est compliqué. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les marchés, la volatilité à l'intérieur. Et elles s'endettent en plus. Ce qui est nouveau, c'est que ces boîtes-là ne s'endettaient pas. Tous les GAFA, on a vu, c'est Google la semaine dernière qui a levé, je ne sais plus, 30 milliards. Y compris sur des maturités à 100 ans. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. Ça. Moi, c'est ce qui m'a énormément marqué. On est capable... des investisseurs donnent de l'argent à des entreprises à horizon 100 ans. Déjà, un État, ça s'est déjà fait, ça ne s'est pas très très bien passé. Il y a eu des émissions à 100 ans en Autriche, en Argentine aussi. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez le prix de ces obligations, vous dites que ce n'était pas une super bonne affaire. Malgré tout, ça n'a pas empêché des gens de prêter, en plus en livres sterling de mémoire, à Alphabet à 100 ans. Un taux moins élevé que l'État britannique. Un taux moins élevé. Mais ça veut dire aussi que, et ça c'est important que vous le souligniez David, que ces changements-là, ils concernent non seulement le marché action, mais ils concernent aussi le marché obligataire qui est beaucoup plus important en fait que le marché action. C'est nouveau, parce qu'avant il n'y avait pas, la tech elle était uniquement, son impact était sur les marchés actions. Maintenant potentiellement, il est aussi sur le marché du crédit. Exactement, et quand les géants de la tech faisaient des opérations obligataires, c'est déjà arrivé, c'était pour travailler davantage le bilan en disant finalement, voilà, je vais utiliser les taux bas justement pour me refinancer. Là, on sent que ce sont de nouveaux modèles économiques et tout le monde doit refaire des calculs. C'est pour ça aussi que les marchés sont agités. Le risque principal extrême pour les marchés, c'est cette IA AI bubble. Ouais. On est toujours là. Avec... AI stress. Hein, le AI stress. Ouais. Et on y est. On sent qu'on est. C'est pas un phénomène, c'est pas un épiphénomène, on sent qu'on est en train de quelque chose. Après, à chaque fois qu'il y a des bons résultats, on oublie, on se dit, ah non mais les résultats sont là et tout, mais en fait, le verre est dans le fruit. Mais exactement. Enfin, en tout cas, tout le paradoxe, il est que le cash flow est là, les résultats sont là, mais qu'aujourd'hui, les investisseurs et les marchés globalement sont devenus beaucoup plus prudents, beaucoup plus sceptiques. C'est-à-dire que le scepticisme, on est passé d'un marché extrêmement ambitieux, un marché en gros à la Peter Thiel, à un marché à la montagne. C'est-à-dire, je suis certes sage, mais je suis prudent et je suis sceptique sur tout ce que je vois. Et j'attends de voir confirmation. Aujourd'hui, les marchés attendent de voir confirmation. Et quand les marchés attendent, vous le savez très bien David, les marchés, ils sont jamais flats quand ils attendent, ils sont jamais stables. Ils sont soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc ce qu'on voit dans les mouvements de la technologie, qui sont des mouvements à la baisse, assez clairement en particulier sur des valeurs qui étaient considérées comme des valeurs extrêmement tranquilles. Microsoft par exemple était considéré comme une valeur extrêmement tranquille, a perdu un peu plus de 20% depuis son plus haut. C'est justement le fait que désormais, rien n'est simple, y compris pour ces valeurs-là. Et donc, pour convaincre, on doit avoir les preuves, on ne prend pas pour argent comptant les promesses, on doit d'abord délivrer, et on sait que ça prend un peu de temps. Donc dans ce moment-là, on sait que ça hésite, mais néanmoins, j'insiste quand même là-dessus pour terminer, il y a les cash flows qui sont là, il y a le socle financier est toujours sain, et donc ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui les problèmes qu'on avait dans la bulle technologique des années 2000, avec, d'ailleurs, quand vous regardez les valorisations, on n'a pas de valorisation à 100 fois ou 120 fois les profits. Ça n'existe pas. Et on est en train de dégonfler gentiment une bulle, ça n'explose pas.
On revient avec sur des rotations fondamentaux. intérieures. Il y a cette idée de rotation et de désensibilisation des portefeuilles aux valeurs américaines. C'est toujours Oui. le cas. Alors pas de manière, c'est pas un tsunami, mais avec l'idée qu'il y a des rélocations en Europe sur les marchés émergents. Parce que Il y a une grande diversification et il y a désormais plus d'attention portée. Non seulement, en fait, on est passé de marchés de momentum, donc des marchés où on dit bah ça a monté, donc ça va continuer à monter, donc je suis le flow. Et le flow le plus important, il est toujours dans le marché le plus riche, le plus liquide, le plus profond, c'est le marché américain. Un marché plus de fondamentaux. Le marché américain conserve des fondamentaux qui sont très élevés, mais pas nécessairement partout et pas nécessairement dans tous les domaines. Donc effectivement, vous allez regarder l'Asie pour la partie technologique, vous allez regarder l'Europe dans la partie industrielle, dans la partie aéronautique, on en a parlé. Vous allez regarder également des valeurs qui étaient des valeurs délaissées, des grandes valeurs de croissance historique, des valeurs de consommation. Vous dites finalement, c'est pas très cher. Donc je vais commencer à regarder parce que je vais rééquilibrer mon portefeuille. Je trouve ça plutôt sain aujourd'hui de ne pas avoir de mouvements extraordinairement violents. On a des rééquilibrages de portefeuille. Ouais. On n'a plus un secteur et uniquement un secteur qui tire à la cote. Ouais, c'est mieux, et donc il faut être un petit peu malin. Alors effectivement, parfois on est malin et parfois on tombe dans le ravin. Donc il va falloir faire attention quand même. Les prochains jours, il y aura beaucoup de publications des boîtes du CAC 40, oui. Évidemment. Il y aura des comptes rendus de la dernière réunion de la Fed. Il y aura les chiffres sur les revenus et dépenses des consommateurs américains, des indices PMI. Et les premières rumeurs sur la succession de Christine Lagarde. Et j'y viens aussi. Pourquoi Christine Lagarde n'irait pas au terme de son mandat ? Il y a plusieurs possibilités. Celle que tout le monde agite, c'est la même que celle que tout le monde a agitée pour François Villeroy de Galhau, qui est le fait que ne pas faire une Cour suprême américaine, c'est-à-dire ne pas laisser à un pouvoir imprévisible le soin de nommer des personnes extrêmement importantes pour une durée très longue. Et donc avant les grandes échéances électorales, en particulier les échéances électorales françaises, on dit on va sécuriser ceux qui vont être à la tête de l'Union européenne pour au moins stabiliser cette partie-là. Ça peut être également des raisons personnelles. Ce qui est assez étrange, c'est qu'effectivement, il y a quelques conférences de presse, elle nous avait dit non, moi, j'irai au bout de mon mandat, vous n'êtes pas, je la cite en anglais, vous n'êtes pas sur le point de me voir vous tourner le dos. You will not see my back soon. Finalement, en tout cas, elle ne dément pas aujourd'hui, ce n'est pas confirmé, mais elle n'a pas démenti. Et donc, on sait qu'on doit avoir en plus, en mai, ça c'était prévu, en mai de cette année, on devait avoir le changement de vice-président de la Banque Centrale Européenne. Luis de Guindos devait changer. Et donc on va devoir, c'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant de changer à ce moment-là, c'est-à-dire on change à un moment clé pour la Banque Centrale Européenne où, on l'a dit, les marchés sont agités. On voit qu'en Europe, l'inflation baisse, la croissance baisse aussi, la Banque Centrale n'ose pas faire grand-chose parce que le management de Christine Lagarde et de Luis de Guindos, c'est un management qui est très consensuel, c'est un capitaine très diplomate. On a peut-être besoin d'un peu plus d'assertivité aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne. On va changer le couple qui est à la tête de la Banque Centrale. Donc entre les pays du Nord, les pays du Sud, les pays baltes aussi, les pays nordiques qui commencent à dire moi j'ai aussi ma voix au chapitre, pourquoi je ne suis pas au board, Normalement les membres du board sont toujours les grands pays. Donc on va voir, on parle ça fait beaucoup de la Finlande. D'incertitude aussi entre d'un côté la future politique monétaire de la BCE aussi, et puis évidemment il y a un changement à la tête de la BCE, il y a aussi une fois et la Fed, Kevin Warsh, c'est pas clair, on sait qu'il veut baisser, il serait partisan d'une baisse de taux, mais il n'est pas tout seul, il est partisan aussi de baisser le bilan. Et surtout, les baisses de taux, il a changé, au fur et à mesure du changement politique, il a changé d'avis. La baisse de bilan, depuis 2009, il n'a jamais changé d'avis. Or, la clé pour la liquidité, aux États-Unis et donc dans le monde, parce que le dollar, c'est la Banque Centrale Mondiale, c'est la taille du bilan. Et c'est ça qui rend aussi les investisseurs extrêmement nerveux. Tant qu'on n'a pas de clarté sur la politique de liquidité globale, de réserve bancaire aussi, comment est-ce que la Fed va piloter les réserves bancaires qui sont dans son bilan. C'est très important, cet élément-là. Et quand on sait qu'effectivement, on va avoir un changement à la Banque Centrale Européenne au moment du changement de la Banque Centrale Américaine, alors que Christine Lagarde a dit « moi je suis très content de travailler », elle l'a dit la dernière fois, elle a dit « je suis content de travailler avec Kevin Warsh, c'est quelqu'un que je connais très bien ». Si elle change maintenant, ça veut dire qu'on va avoir une nouveauté des deux côtés. Ouais. Et donc le pilotage de la liquidité mondiale va être très important, de la réglementation aussi. Ouais. Je rappelle que le vice-président de la Banque Centrale Européenne, c'est celui qui est plus spécialement chargé de la réglementation bancaire, de tout ce qui est la régulation et les principes de sécurité. Donc ça va être également très important. Est-ce qu'on va avoir probablement quelqu'un peut-être un petit peu plus dur au niveau de la régulation, peut-être un petit peu plus accommodant au niveau de la politique monétaire? C'est probablement une des options. En tout cas, ça va nous agiter beaucoup en dehors de ces problématiques de marché. Ça va quand même nous agiter beaucoup parce que c'est l'avenir de la zone euro, c'est l'avenir de la liquidité aussi monétaire mondiale qui va se jouer dans les prochaines semaines.
attention, c'est un épisode important. Allez, explication, merci beaucoup. Explication Avec plaisir. Wilfried Galland, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Merci. Merci.